Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à la VAE. Nous nous retrouvons donc pour un webinaire dédié plus spécifiquement aux certifications accessibles par la VAE dans les métiers des services à la personne. Je m'appelle Sébastien Seguin, et je suis chargé de mission au C2RP, le CARIFOREF des Hauts-de-France. Avant de débuter et pour permettre aux derniers participants de nous rejoindre, je tenais à vous indiquer que le support de présentation est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez dès maintenant le télécharger via la petite icône en forme de nuage située en haut à droite de votre écran. Vous disposez également d'une fonctionnalité baptisée « Questions » vous permettant d'interagir avec nous. Vous pouvez l'utiliser, cette fonctionnalité, si vous le souhaitez, pour vous présenter en quelques mots. Concernant les questions, un temps d'échange avec les certificateurs vous sera proposé en fin de rencontre pour répondre collégialement à toutes les interrogations que vous posez. Voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième volet déjà d'un cycle de webinaires consacré à la VAE. Notre objectif est de s'adresser aux professionnels de l'emploi, de la formation et de l'accompagnement, et de vous présenter les métiers ainsi que les certifications pouvant être obtenues par la VAE pour un secteur professionnel précis. Pour rappel, les deux précédents webinaires portaient sur les certifications des métiers du sport et de l'animation, ainsi que sur les certifications des métiers de la conduite routière et du transport. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter le replay de ces webinaires sur le site du C2RP ou sur la chaîne YouTube du CARIFOREF des Hauts-de-France. Alors aujourd'hui, ce sont les certifications des métiers des services à la personne qui sont mises à l'honneur. Vous pouvez rencontrer des candidats ou accompagner des bénéficiaires dans un parcours d'insertion professionnelle, de formation ou de transition. Eh bien, sachez que la VAE peut être une solution, un outil au service de ce type de projet. Voici pour ces quelques mots d'introduction. Donc, nous avons préparé ce temps d'information dans le cadre de l'animation régionale de la VAE portée par le C2RP, en collaboration avec les certificateurs VAE des Hauts-de-France. Et nous avons à ce titre la chance d'avoir 6 intervenants représentant 6 certificateurs régionaux. Madame Odile Debuire, Madame Anne-Sophie Facompré, Madame Anne Garbet, Monsieur Daniel Imperator, Madame Rosemarie Lhomme et Monsieur Nicolas Sanen. Bienvenue à tous, comment allez-vous? Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc Odile Debuire, moi je représente l'enseignement supérieur et plus précisément le CNAM. Très bien, merci Odile. Nous avons également Anne-Sophie avec nous. Bonjour Anne-Sophie. Oui, bonjour, Anne-Sophie Facompré, donc je représente l'enseignement supérieur, mais les universités, puisque dans chacune de nos 5 universités Hauts-de-France, nous avons un service dédié à la VAE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des universités, chacun valide ses propres diplômes, mais on vous invite bien évidemment à prendre contact avec une université de votre territoire dans un premier temps, qui sera à même de vous orienter vers le bon diplôme et la bonne université. Merci Anne-Sophie. Vous retrouverez à ce titre l'ensemble des coordonnées de nos intervenants en fin de support. Je passe la parole à Anne. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Donc moi je représente le ministère de l'Agriculture, donc les diplômes délivrés par le ministère de l'Agriculture. Merci. Nous avons également aujourd'hui Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Daniel Imperator, donc moi je suis conseiller VAE pour le DAVA. Donc le DAVA, c'est le certificateur pour les diplômes de l'éducation nationale, donc du CAP au BTS. Et je suis moi basé sur Hénin-Beaumont et j'anime les antennes d'Arras et de Douai. Merci Daniel. Et enfin Nicolas. Bonjour, donc Nicolas Stanen, je suis chef du service des formations sociales et paramédicales à la DRETS des Hauts-de-France, et donc à ce titre, effectivement, nous avons en charge les VAE pour les diplômes d'État du social et du paramédical. Je crois que tu m'as oublié, Sébastien. Rosemarie. Et j'ai oublié Rosemarie, pardonnez-moi Rosemarie. Bonjour, donc je suis Rosemarie Lhomme, je suis référente VAE à l'AFPA sur les titres professionnels du ministère du Travail. Moi, je suis basée plus particulièrement sur le département de l'Oise et j'interviens sur les centres de Beauvais, Compiègne et Villers-Saint-Paul. Vous pourrez trouver mes collègues sur tous les centres AFPA des Hauts-de-France. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que je puisse éventuellement vous diriger par la suite. Et je suis aussi architecte de parcours dans le cadre du dispositif REVA, dont nous allons aussi aborder la thématique tout à l'heure. Tout à fait. Un grand merci, Rosemarie.
Donc, vous faites tous les 6 parties de la famille des organismes certificateurs. Daniel, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le rôle de ces organismes certificateurs en matière de VAE? Alors, un organisme certificateur, donc c'est celui qui va permettre aux candidats l'accès au diplôme et l'accès au jury. Donc, en fait, il va vérifier la conformité de la demande et la conformité aux conditions d'accès. Donc, aujourd'hui, encore une année d'activité, les 1607 heures, et des activités en rapport direct, donc avec la certification visée. Très bien, merci Daniel, je vous remercie pour ces précisions. Pour ouvrir ce webinaire, je vous propose de commencer par un très bref rappel de ce qu'est la VAE. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que la VAE? Eh bien, aujourd'hui, la VAE est un dispositif qui est aujourd'hui en mouvement. En effet, d'importantes évolutions législatives sont en cours afin d'assouplir la VAE. Le 22 décembre 2022, la loi portant sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été publiée au journal officiel. Et cette loi, elle a apporté, comme nous allons le voir, d'importantes nouveautés en matière de VAE. Alors, la VAE est un dispositif en mouvement. Toutefois, les décrets d'application sont encore à attente. Par conséquent, d'ici la parution de ces éléments, les règles habituelles continuent de s'appliquer pour tous les candidats à la VAE. Vous allez retrouver dans les 2 prochaines slides surlignées en gris les nouveautés introduites par cette nouvelle loi du 21 décembre 2022. Donc, qu'est-ce que la VAE? La VAE a donc un objectif, c'est l'obtention d'une certification, qu'elle prenne la forme d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle, en faisant valoir son expérience. Eh bien, la loi du 21 décembre 2022 va ouvrir la possibilité de ne viser cette fois-ci qu'un bloc de compétences de cette certification. La VAE s'adresse à toute personne sans critère d'âge, de nationalité et de statut, c'est-à-dire que l'on soit salarié, demandeur d'emploi ou encore indépendant, et quel que soit son niveau de formation. Peuvent être prises en compte pour la VAE les expériences acquises en qualité de salarié, en qualité de bénévole, d'indépendant ou à l'occasion d'un mandat syndical ou électoral. Là encore, la loi du 21 décembre 2022 introduit quelques nouveautés. La liste des types d'activités, donc salariés, non salariés, bénévoles ou en service civique pouvant être retenus pour effectuer une VAE, et dorénavant va être, supprimée. La loi également élargit l'accès au dispositif en supprimant la liste des catégories de personnes éligibles à la VAE. Donc, ce n'est plus uniquement réservé aux salariés, aux élus, aux sportifs de haut niveau, mais à tout le monde. Donc, qu'est-ce que la VAE? Afin de pouvoir effectuer une VAE, le candidat doit disposer d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification visée, ou bien disposer de 1607 heures d'expérience à son actif. Là encore, nouveauté introduite par la loi, la durée d'1 an minimum sera également supprimée. Toutefois, les périodes de formation en milieu professionnel effectuées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de professionnalisation, d'un contrat unique d'insertion, d'une préparation opérationnelle à l'emploi, d'une mise en situation en milieu professionnel ou d'un stage pratique, toutes ces expériences peuvent être valorisées pour effectuer une VAE. Enfin, dernier critère et pas un des moindres, la certification visée doit obligatoirement être inscrite au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Alors voilà pour ces premiers éléments. Comme je vous l'évoquais, la VAE étant réellement en cours d'évolution, le but c'est de la rendre plus accessible et plus mobilisable. Mais en attendant donc la parution des décrets d'application, les règles précédentes continuent de s'appliquer pour tous les candidats à la VAE. Pour conclure sur cette petite introduction, on rappelle un des principes forts de la VAE. Une certification obtenue par la VAE est identique, elle a la même valeur qu'une certification obtenue en suivant une formation initiale ou continue. Vous retrouverez l'intégralité des modalités d'accès à la VAE sur le site du C2RP. On a réalisé en effet un dossier entièrement dédié au dispositif. Vous retrouverez le lien vers ces 2 dossiers dans la partie chat du webinaire. Rosemary, en introduction, a parlé brièvement de l'expérimentation REVA. Et comme on vous l'a dit, donc la VAE est en mouvement. Et en ce moment même, une expérimentation est en cours et elle concerne plus spécifiquement les métiers des services à la personne. Nicolas, je vais vous laisser la parole. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, comme vous l'avez indiqué, la VAE est en mouvement, on attend les décrets d'application ou autres, et pour ce faire, pour en définir un peu les contours, il y a une expérimentation qui a été lancée maintenant, ça fait maintenant près de 2 ans, là on en est au 2e volet,
Et le principe est donc de simplifier ce parcours. Pour un candidat, cela voudra dire qu'on aura un parcours pour accéder à la VAE qui sera simplifié, qui sera raccourci, qui sera personnalisé. Simplifié parce qu'effectivement, les règles relatives à la recevabilité sont revues. Il y aura l'introduction d'un nouveau professionnel, un nouvel acteur. Rosemary l'a évoqué rapidement, ce seront effectivement les architectes de parcours. Et l'architecte de parcours sera là pour accueillir effectivement les candidats à la VAE, vérifier la faisabilité du projet, faire effectivement un bilan diagnostique du parcours de la personne et voir effectivement si tel diplôme visé est bien en adéquation avec le parcours de la personne. Mais sera également ensuite chargé, une fois que le candidat sera lancé dans la démarche, de rechercher un accompagnateur, effectivement en définir effectivement les modalités aussi de financement, parce qu'on sait que c'était assez problématique sur certains parcours, des fois selon son statut, de chercher tel ou tel financement. Et ben là, l'architecte de parcours effectivement sera chargé de cet aspect-là, ce qui va quand même considérablement simplifier les choses pour les candidats. Et un autre aspect donc effectivement du parcours REVA, c'est que ces parcours-là auront effectivement, en tout cas seront raccourcis. Merci Nicolas. Avec ensuite la certification, le but est effectivement d'avoir des parcours resserrés pour accéder à cette certification. Merci Nicolas. Donc c'est vraiment une opportunité pour vos bénéficiaires de s'inscrire dans un parcours de VAE simplifié, financé, personnalisé avec un accompagnateur et sur une durée, on va dire, d'investissement personnel vraiment ramassé. Donc l'expérimentation est ouverte pour 3000 à 3500 parcours. Et maintenant, je vais laisser la parole à Rosemary qui va nous détailler un petit peu les certifications que l'on peut obtenir grâce à REVA. Les certifications font notamment partie des services à la personne. Oui, alors en effet, le dispositif REVA, aujourd'hui l'expérimentation qui court jusqu'à fin juin 2023, est essentiellement dédiée au service à la personne. Alors, il propose des certifications accessibles sur différents ministères. Là, vous en trouvez la liste. Donc, on a par exemple les Bac Pro, accompagnement, soins et services à la personne. Le CAP, accompagnant éducatif petite enfance, le CAP petite enfance qui est très demandé. Le diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social. Le diplôme d'État technicien intervention sociale et familiale. Alors, vous retrouvez à chaque fois au niveau de la liste les niveaux. Le niveau 4, ça correspond à un bac, un petit rappel. Le niveau 3, ça correspond à un CAP BEP. Là, ensuite, on a le Café Ruisse, certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, niveau 6, ce qui correspond à une licence. On a ensuite les 3 titres du ministère du Travail, l'assistante de vie aux familles, niveau 3, l'agent de service médico-social qui est aussi un niveau 3, le responsable coordonnateur service au domicile qui est du niveau 5, ce qui correspond à un bac plus 2, le conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, niveau 3 aussi, l'employé familial, l'assistante maternelle garde d'enfants et l'assistant de vie dépendance. Donc, vous retrouverez tous ces titres sur le site dédié à l'expérimentation REVA, le site reva.beta.gouv.fr, qui est la porte d'entrée pour tout demandeur pour pouvoir s'inscrire dans cette expérimentation. Parfait, un grand merci Rosemary. Donc en effet, une porte d'entrée unique pour rejoindre l'expérimentation, un site internet où vous retrouverez l'ensemble des certifications disponibles, ainsi que leur présentation. C'est extrêmement simple, il suffit de remplir un formulaire avec le nom, son prénom et un téléphone de contact. Et on se fait rappeler directement par un architecte de parcours pour évaluer un petit peu le programme que l'on peut proposer aux candidats. On a également réalisé 2 webinaires spécifiques sur cette expérimentation, où on présente l'expérimentation vraiment en détail. Là encore, je vous invite à les consulter si le sujet vous intéresse sur le site du C2RP ou sur la chaîne YouTube du C2RP. Avant de conclure sur le point REVA, Nicolas, jusqu'à quand peut-on rejoindre cette expérimentation ? Oui, comme on l'a dit, l'expérimentation est en cours et les candidats, pour pouvoir effectivement rentrer dans ce dispositif-là, doivent y être entrés avant la fin juin de cette année.
Donc, ça ne veut pas dire effectivement que le parcours devra être finalisé, mais qu'ils doivent en tout cas rentrer dans ce dispositif-là avant fin juin. Les parcours, effectivement, se poursuivront. Après, les certifications arriveront plutôt sur la fin d'année. Mais voilà, effectivement, ça se passe en ce moment et ça va aller très vite. Donc, c'est un petit peu les dates limites d'inscription. C'est réellement une opportunité de bénéficier d'un parcours VAE simplifié et personnalisé. Je peux que vous inciter à vous en saisir. Merci Nicolas, merci Rosemary. Donc, en introduction de cette séance, nous voulions vous rappeler quelques métiers représentatifs des services à la personne. Et Odile, je vais vous laisser le soin de nous rafraîchir la mémoire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de métiers liés aux métiers de la vie quotidienne qui composent ce secteur professionnel? Oui, merci Sébastien. Donc, à la découverte des métiers des services à la personne, alors là, les métiers de la vie quotidienne, c'est plutôt des métiers qui s'exercent à domicile. On a par exemple agent d'entretien de petits travaux et de jardin, agent de surveillance du domicile, assistant administratif à domicile, donc le spectre est assez large, hein. Assistant informatique et Internet, toujours à domicile, cuisinier, employé familial, employé de ménage à domicile, enseignant, soutien scolaire, coach sportif, donc ça touche aussi au domaine de la formation, accompagnement d'enfants, livreur de repas à domicile, livreur de courses et collecteur, livreur de linge repassé. Voilà, c'est assez large. Merci Odile. En effet, les opportunités sont nombreuses. Les métiers des services à la personne, ce sont aussi des métiers au service de la famille et des personnes fragiles. Daniel, pouvez-vous nous donner quelques exemples? Oui, tout à fait. Donc, on peut continuer la liste donc, avec les gardes d'enfants à domicile ou les personnes donc, en situation de handicap, les opérateurs de téléassistance, les employés en soins esthétiques à domicile pour personnes dépendantes, les gardes et promeneurs d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes, l'interprète en langue des signes, le chauffeur de personnes invalides. En fait, tout ce qui va tourner autour de la possibilité de maintenir ces personnes à leur domicile et de développer de leur maintenir une certaine capacité d'autonomie. Très bien, merci Daniel. Et enfin, les métiers de service à la personne peuvent également être des métiers de direction et d'encadrement. Je vais me tourner vers Anne-Sophie. Quels sont-ils? Oui, Sébastien. Donc, au niveau des métiers de la direction de l'encadrement, on va trouver des métiers tels que directeur de structure de service à la personne. Ça peut être également des responsables de secteur, des responsables de pôle de service et également des assistants responsables des adjoints de direction, par exemple. Parfait, merci beaucoup. Dans le cadre de vos missions, les candidats ou les bénéficiaires que vous accompagnez peuvent être à la recherche d'informations sur les conditions d'emploi et de travail de ces métiers. Et afin de les aider dans leur prise de décision, le C2RP met à votre disposition l'outil Cléor. Cet outil fonctionne un petit peu comme un moteur de recherche. Il vous suffit d'indiquer un métier pour obtenir un ensemble d'indicateurs régionaux permettant de mieux cerner la réalité de ces métiers. Donc, via cette barre de recherche, vous indiquez un métier. Vous pouvez accéder pour chaque métier recherché aux conditions de travail, quels sont les types de contrats les plus utilisés, les temps de travail associés, ainsi que le niveau de salaire moyen, ou celui obtenu en début comme en fin de carrière. Vous pouvez obtenir également des informations concernant le marché de l'emploi, quelle est la tendance du marché, quels sont les projets et la périodicité des recrutements pour ces métiers. Et vous pouvez également accéder à un lien qui vous permet d'accéder directement aux offres de Pôle emploi. Vous pouvez même visualiser sur une carte les entreprises d'un territoire ciblé et éditer la liste de toutes les entreprises qui embauchent dans ces métiers. Voilà pour Cléor. Les services à la personne, donc un secteur porteur. En quelques chiffres et en introduction concernant les services à la personne, en France, le secteur des services à la personne rassemble près de 1,2 million de professionnels. Et en Hauts-de-France, en 2018, 12 à 14% des messages ont recours aux services à la personne, ce qui correspond à peu près à 308 000 ménages. Il s'agit d'un secteur en forte progression. Le nombre de salariés des services à la personne dans les Hauts-de-France passerait de 101 000 professionnels en 2018 à 163 000 en 2050. Autant dire que les opportunités sont nombreuses. Afin de partir d'un exemple concret, nous allons vous proposer un témoignage vidéo d'une candidate à la VAE. Donc Christelle a obtenu le titre professionnel d'assistante de vie aux familles et elle nous présente son parcours. Ce témoignage nous est proposé par l'AFPA.
Je vais vous partager la vidéo dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Domis Christelle, j'ai 46 ans. Ça fait 18 ans que je travaille auprès de personnes âgées et handicapées à leur domicile. Madame Delcourt Sandrine, qui est référente VAE à l'AFPA de Quentin, est venue faire une réunion d'information chez Floralis Domicile où je travaille. Et en fait, je me suis sortie intéressée, concernée par cette VAE. Alors, j'ai eu un premier entretien avec Madame Delcourt pour voir si mes compétences étaient bien recevables avec le titre. Ensuite, on a rempli un dossier pour être reçu. Donc, il y a eu un délai d'un mois, ma recevabilité auprès du ministre du Travail, et j'ai été acceptée en fait. Et ensuite, on a eu d'autres entretiens avec Madame Delcourt. Alors, en accompagnement individuel avec Madame Delcourt, on a vu un peu pour le financement de cette VAE. Donc, elle m'a aidée avec mon compte CPF pour regarder parce que je ne m'étais jamais utilisée de ce compte. Donc, on a fait le financement, j'ai fait le financement avec son aide en fait. Elle m'a aidée avec les outils sur l'ordinateur. On a eu plusieurs rendez-vous avec Madame Delcourt à l'AFPA de Quentin où on a commencé à préparer mon parcours, mon dossier d'épée. J'ai fait plusieurs recherches. Ensuite, j'ai passé aussi mon SST qui était indispensable pour la VAE, pour obtenir le titre. J'ai eu un rendez-vous sur le plateau où allait se dérouler l'examen, la VAE, en compagnie de Nathalie, qui nous a expliqué un peu le déroulement de la matinée. En nous expliquant aussi que les jurys étaient des personnes comme nous, qu'ils étaient aussi, qu'ils ont travaillé à domicile. Très stressée, je l'avoue. Je me suis présentée devant les jurys. Ensuite, j'ai tiré au sort l'intitulé de mon examen. Je suis allée me préparer. J'ai eu un laps de temps pour me préparer. Et ensuite, j'ai été mise en situation. Après la mise en situation, j'ai eu un deuxième entretien avec les jurys pour échanger justement sur mon parcours professionnel. Ils m'ont posé certaines questions auxquelles j'ai répondu naturellement. Alors, d'obtenir ce titre, mon apport personnel, c'est déjà une reconnaissance. Il y a la fierté de mes garçons quand même. Voilà. Leur maman, à 46 ans, passe encore un examen et passe devant les jurys. Après, professionnellement, je vais avoir un plus sur le salaire, qui n'est pas négligeable. J'ai été évaluée sur mes compétences que j'ai apprises seule. C'est ça, moi, c'était ça le plus. Savoir travailler. J'ai tout appris toute seule. C'est vraiment un plus. Alors, il faut qu'elle se fasse confiance, qu'elle soit motivée. Il y a une plus-value sur le salaire qui n'est pas négligeable et surtout une reconnaissance personnelle. Et se faire accompagner. Pas se lancer seule dans une VAE. C'est quand même compliqué. Eh bien voilà, ce témoignage illustre bien la façon dont la VAE peut concourir à l'obtention d'une certification en se basant sur la force de son expérience professionnelle. Comme nous l'avons vu, les bénéfices personnels et professionnels sont au rendez-vous, aussi bien au niveau de sa famille que pour sa progression de carrière ou ses conditions d'emploi. Hop. Alors, on a un petit grésillement. Je vais demander à nos intervenants peut-être de couper leur micro. Si le grésillement ne vient pas de chez moi. Parfait. Un grand merci. Donc, pour ce temps d'information, nous avons privilégié une présentation via des galaxies de métiers. Donc, cette approche permet d'éviter la présentation linéaire des listes de certification. Comme indiqué en début de rencontre, vous retrouvez ces informations dans la présentation qui est téléchargeable via le picto en forme de nuage situé en haut à la droite de votre écran. Et nous allons voir donc les différentes galaxies de métiers. Nous avons donc pris le parti pris de réunir ces certifications à travers 3 galaxies de métiers distinctes, celle des certifications des métiers de la vie quotidienne, celle des métiers au service de la famille
et des personnes fragiles, celle des métiers de la direction et de l'encadrement. Alors, pour chaque galaxie de métier, nous observons un code couleur qui permet d'identifier le niveau des certifications. Comme nous pouvons le voir, le spectre des niveaux de certification proposés est large. Il s'étend du niveau 3, c'est-à-dire du CAP au BEP, jusqu'au niveau 6, c'est-à-dire jusqu'à la licence ou la maîtrise. Alors, comment sont organisées ces galaxies métiers? Eh bien, vous retrouverez d'une part, au centre de chaque cercle, un métier type, et pour chaque métier type, l'ensemble des certifications rattachées. Nous allons conserver cette nomenclature pour les 3 galaxies métiers proposées. Alors, je vais me retourner vers Daniel. Daniel, concernant cette galaxie de métiers, l'Éducation nationale dispense de nombreuses certifications. Pouvez-vous les présenter et nous indiquer un petit peu leur spécificité? Daniel, on ne vous entend pas. Si vous voulez remettre votre micro. Voilà, ça va être mieux comme ça. Merci. Donc merci Sébastien. Donc l'Éducation nationale effectivement propose donc différentes certifications. Donc une première, le CAP accompagnant éducatif petite enfance, donc à un niveau 3, lui qui est plutôt donc sur les métiers liés à l'assistante maternelle, à l'ATSEM ou au travail en crèche. Donc en fait, c'est vraiment la prise en charge de l'enfant de 0 à 6 ans dans toutes ses dimensions, son développement moteur, tout ce qui est tous les soins de confort, les soins d'hygiène, l'alimentation, et puis vraiment, enfin, tous ces aspects occupationnels de l'enfant de 0 à 6 ans, l'aide auprès des professeurs des écoles en école maternelle. Voilà. Ensuite, l'Éducation nationale propose aussi une mention complémentaire donc de niveau 3, donc de niveau CAP, donc de l'aide à domicile. Donc là, ça va être toutes les activités liées à l'aide des personnes autonomes ou non à domicile. Ça peut être envers des enfants, ça peut être envers des adultes. Et puis un niveau 4, donc le bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, qui lui, donc là, est plus un accompagnement effectivement au maintien à domicile, mais aussi un accompagnement un peu social de la personne, de la famille, au domicile, que ça peut être un domicile individuel, mais ça peut être aussi des choses collectives, puisque ce bac pro, aujourd'hui, a 2 options, à domicile et en structure. Donc, j'imagine des structures de type maison de retraite, des structures… Oui, de l'habitation individuelle, mais en collectif, des foyers logements, des choses comme ça. Très bien. Donc avec toujours cette notion de maintien de l'autonomie, développement des capacités pour que les personnes en perte d'autonomie la perdent le moins rapidement possible. Entendu. Merci Daniel. Donc le ministère de la Santé propose également une certification. Nicolas, quelle est-elle? Alors, le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, qui est effectivement un diplôme paramédical, puisque l'auxiliaire de puériculture dispense en tout cas, alors sous responsabilité de la puéricultrice ou de l'infirmière, des soins. Et l'auxiliaire de puériculture va également réaliser des activités d'éveil, d'éducation. Le but est de préserver, restaurer la continuité de la vie. Le bien-être, faudra effectivement trouver des auxiliaires de puériculture en service hospitalier, avec effectivement des enfants malades. On va également en retrouver en crèche ou en structure médico-sociale, puisque l'auxiliaire de puériculture peut également participer à l'accueil, à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, de maladies chroniques. Merci Nicolas. Alors Rosemary, quelles sont les certifications liées à cette galaxie de métiers proposée par l'AFPA? Alors, au niveau de l'AFPA et donc du ministère du Travail, nous avons le titre professionnel d'assistante de vie aux familles qui comporte 3 blocs de compétences. Le premier étant l'entretien des locaux et du linge du particulier.
Le deuxième bloc de compétences est celui de l'accompagnement de la personne dans les actes essentiels du quotidien, pour favoriser justement aussi le maintien à domicile des personnes dépendantes. Et enfin, le troisième bloc porte sur la garde d'enfants au domicile des parents et de ce fait rentre dans la galaxie métier de garde d'enfants, assistante maternelle par exemple. Parfait, merci Rosemary. Anne, le ministère de l'Agriculture intervient également sur ces champs, c'est cela? Oui, donc nous on a 2 diplômes, un CAP et un bac pro, donc qui sont adaptés en fait aux besoins du monde rural. Donc on a tout d'abord le CAP agricole, service aux personnes, avec une double compétence accueil-vente en espace rural. Alors, pourquoi cette double compétence? C'est afin de faciliter en fait l'activité à temps plein dans un périmètre de proximité, donc d'avoir des gens qui peuvent faire de l'aide à la personne en temps partiel et sur un autre temps complémentaire, travailler par exemple dans un commerce de proximité ou de première nécessité. Donc, c'est l'objectif de ce CAP. Alors ensuite, nous avons le bac pro service aux personnes et au territoire. Donc là, ce sont des compétences dans l'accompagnement des personnes, puisque c'est la thématique du jour, mais aussi sur le développement d'activités de services. L'objectif, c'est l'animation de la vie locale, en fait, dans le monde rural. Et ce bac pro va prochainement être rénové et s'intitulera « Service aux personnes et animation dans les territoires ». Très bien, on retrouve bien la notion d'aide à la vie quotidienne. Merci. Oui. Donc merci à vous pour ces précisions. Le champ des possibles est extrêmement large et permet, selon le projet personnel ou professionnel du candidat, enfin de viser la certification la plus adaptée. Nous allons passer dorénavant à la seconde galaxie métier, une galaxie métier particulièrement riche, celle consacrée au service de la famille et des personnes fragiles. Alors, je me retourne plus vers Nicolas. Quelles sont les certifications proposées par le ministère de la Santé, des Solidarités et celui des Sports? Alors, on va commencer dans l'ordre de l'écran par le technicien de l'intervention sociale, donc là, qui est un diplôme, comme son nom l'indique, de la sphère sociale. Donc, le technicien d'intervention sociale et familiale, pardon, il ne faut pas oublier cette dimension-là. Lui, il intervient effectivement auprès de personnes qui auraient besoin d'aide dans la gestion du quotidien. Donc, ça peut être à l'occasion de circonstances particulières, des difficultés d'ordre social, mais également un événement dans la vie familiale. Et donc, le technicien d'intervention sociale et familiale, il soulage, il épaule la famille en assumant le quotidien et soutient les parents dans l'éducation des enfants. Il ne va pas forcément faire à la place des gens, mais il va faire avec eux. Et il y a une dimension, notamment pour les familles qui le nécessitent, une dimension éducative. Donc ça, effectivement, c'est sur le diplôme d'État TISF, donc il y a un niveau 4, niveau bac. On a également, toujours dans la sphère sociale, le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, qui intervient effectivement près des familles en manque d'autonomie, donc ça peut être des familles, des familles ou en tout cas des personnes en situation de handicap qui connaissent la maladie, des personnes âgées. Donc il prend en compte là, les difficultés liées à l'âge, à la maladie, au mode de vie, pour effectivement les accompagner dans le quotidien, dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités scolaires, les activités sociales. L'accompagnant éducatif et social va pouvoir effectivement travailler dans plusieurs situations d'emploi. Ça peut être du domicile, ça peut être en EHPAD. On connaît traditionnellement notamment les aides médico-psychologiques. Donc, le diplôme a été remplacé par le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Mais on va également avoir des personnes qui vont pouvoir intervenir près des petits enfants en situation de handicap en milieu scolaire. Donc, c'est effectivement une palette assez large des activités pour l'accompagnant éducatif et social. Pour revenir un peu sur la sphère paramédicale des diplômes qu'on propose, on a évidemment, enfin je dis évidemment parce que c'est le diplôme sur lequel effectivement on a le plus de candidats, qui est le diplôme d'aide-soignant. Un diplôme d'aide-soignant rapidement, mais ça va être un professionnel qui exerce des activités de soins, alors toujours sous responsabilité de l'infirmier. Et donc, on va retrouver dans les services médicaux, également en EHPAD, également à domicile. Et là, il va venir
donner une dimension de soins dans les fonctions d'entretien, dans les fonctions médicales, en tout cas paramédicales, pour venir compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie de la personne. Donc, on va retrouver des publics aussi, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Très bien. On a fait le tour pour les ministères, Nicolas? Je crois bien. Merci. Entendu. Oui. Daniel, donc l'Éducation nationale propose également un bac pro. Oui, en fait, on va retrouver le bac pro ASSP qui, là, va être dans la dimension de la personne fragile. Donc, on est dans l'approche globale de la personne. On est en collaboration donc avec l'ensemble des professionnels qui vont intervenir auprès de la personne, professionnels de santé, travailleurs sociaux. Mais on peut aussi donc avoir une petite mission d'encadrement d'une petite équipe qui intervient donc soit au domicile, soit dans la structure dans laquelle la personne fragile est installée. Très bien, merci Daniel. Nous retrouvons également le ministère de l'Agriculture. C'est cela, Anne? Oui, donc nous, du fait de leur polyvalence, en fait, on va retrouver nos 2 diplômes, le CAP, donc on appelle ça vert, et le bac pro SAPAT. Donc, on va retrouver ces 2 diplômes. Bon, tout à l'heure, c'était effectivement plutôt la vie quotidienne. Là, on est plus dans un environnement donc, avec des personnes fragiles, un petit peu médicalisées. Donc, sachant que, par contre, par exemple, au niveau du CAP, on va plutôt parler de garde malade, mais ce sont des gens qui peuvent travailler donc, à domicile ou dans des structures collectives comme les EHPAD. Par contre, ce que je voulais apporter comme complément, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop, pour quelqu'un qui voudrait faire une démarche de VAE dans ce cadre-là, ne pas se dire, tiens, mon métier est dans la bulle, donc je peux avoir le diplôme en référence. Surtout pour nos diplômes de l'agriculture où il y a cette polyvalence et double compétence. En parallèle du dossier de recevabilité, nous, on fait ce qu'on appelle une analyse des écarts qui va permettre justement de vérifier si la personne a bien des activités dans tous les champs de compétences du référentiel, donc pour s'assurer effectivement de l'intérêt en fait de faire la validation d'acquis par rapport à ces diplômes, sachant qu'au niveau des jurys, le résultat peut aussi être une validation partielle avec des dispenses d'épreuves ou d'unités capitalisables ou délivrance de blocs de compétences si jamais la personne n'a pas couvert tous les champs. Merci beaucoup Anne. Donc un autre organisme dispense également des certifications en matière de service à la personne, il s'agit donc de l'AFPA. Rosemary, quelles sont ces certifications? Alors, on retrouve au niveau des services de la famille et des personnes fragiles le titre d'assistante de vie aux familles dont on a parlé précédemment. Donc, je reviens sur les blocs de compétences concernés, en l'occurrence, tout d'abord la partie entretien du logement et l'entretien du linge, et surtout sur le 2e bloc qui porte sur l'accompagnement dans les actes essentiels du quotidien, à savoir l'aide à la toilette, à l'habillement, au déplacement, mais aussi l'aide au repas, l'aide aux courses. Les assistantes de vie aux familles peuvent accompagner les personnes fragiles pour faire leurs courses, mais c'est aussi le maintien de l'autonomie physique de la personne et l'accompagnement en général. C'est plus particulièrement dédié au domicile. Et l'intitulé du métier qui pourrait correspondre au plus près serait celui d'auxiliaire de vie. Ensuite, il y a un 2e titre au ministère du Travail qui porte sur cette galaxie métier, c'est celui d'agent de service médico-social. Alors là, nous sommes face à une personne qui va travailler dans des hôpitaux, dans des EHPAD, et qui va réaliser le nettoyage et le bio-nettoyage des locaux, mais aussi qui va contribuer à des prestations de services auprès des résidents, des patients, en l'occurrence prestations sur le service du linge, mais aussi prestations sur le service des repas auprès des résidents.
Très bien, merci Rosemary. Enfin, donc l'université intervient également sur ce champ. Quelles sont, Anne-Sophie, les certifications proposées par l'université? Oui, Sébastien, alors concernant les métiers de la Galaxie éducateur en activité physique adaptée, animateur sportif, nous proposons des licences et masters dans le domaine des STAPS. Donc ici, la licence STAPS éducation et motricité qui va s'adresser à des personnes qui sont éducateurs sportifs en animation, en prévention santé. Nous avons également la licence STAPS activité physique adaptée et santé. Donc là, ça va plutôt s'adresser à des personnes qui sont enseignants en activité physique adaptée dans des structures de prévention, de réadaptation, de reconditionnement, de rééducation. Et à niveau master, on va être ici sur des personnes qui ont plus des fonctions de coordination de programmes, de responsabilité ou de direction de service. Très bien, merci Anne-Sophie. Donc la galaxie des métiers de la certification au service de la famille et des personnes fragiles est particulièrement riche. Nous avons vu les certifications permettant de travailler en qualité d'aide-soignant, d'agent de service hospitalier ou hôtelier, ou encore en qualité de préparateur en activité physique. D'autres métiers sont également possibles, comme les métiers d'éducateur, d'accompagnateur médico-social ou encore de moniteur. Pour cette nouvelle slide, l'AFPA est présent sur ces champs. Quelles sont les certifications que vous proposez, Rosemary? Alors, nous proposons le diplôme de conseiller en insertion professionnelle. Donc, c'est un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire Bac+2. Le conseiller en insertion professionnelle intervient dans des structures pour apporter des réponses le plus souvent individualisées à des personnes en insertion sociale ou professionnelle, des personnes qui rencontrent des difficultés ou alors des personnes qui n'en ont pas particulièrement, mais qui ont besoin d'être accompagnées pour construire et s'approprier leur parcours professionnel, tout ça dans une optique de retour à l'emploi. Ensuite, nous avons aussi le diplôme de médiateur social, accès aux droits et services. Donc là, on est plus sur la partie médiation sociale. La partie médiation sociale, et ce diplôme est un diplôme de niveau bac qui correspond à une personne qui travaille au sein d'un territoire pour déjà créer un réseau, assurer un service de médiation sociale auprès des personnes qui en rencontrent le besoin, et aussi faciliter, organiser des activités support à la médiation sociale. Au niveau de cette médiation sociale, il y a aussi un diplôme d'agent de médiation sociale, qui est plus un agent de prévention, comme on peut trouver sur la galaxie du milieu. Cet agent de médiation participe au maintien du lien social au sein d'un territoire. Il régule aussi des situations de tension qui peuvent apparaître au sein de ce territoire, et il participe à des animations ponctuelles et il travaille souvent en lien avec le médiateur social. Troisième métier qui apparaît sur cette galaxie, c'est l'encadrant technique d'insertion. Alors, notre encadrant technique d'insertion, lui assure l'encadrement et l'accompagnement socio-professionnel de personnes éloignées du marché du travail qui ont intégré un parcours d'insertion dans une structure et produisent des biens et des services. La finalité est aussi de prendre en compte des objectifs de formation et de réinsérer ces personnes dans l'emploi. Alors, je crois que je n'ai rien oublié. C'est très complet. Merci, Rosemary. Tout apparaît, parfait. Et comme indiqué, donc, vous retrouverez la liste des certifications et puis le lien vers le RNCP dans les documents téléchargeables sur la plateforme Livestorm. Nicolas, donc le ministère de la Santé, de la Solidarité et celui des Sports est également représenté. Alors oui, Solidarité Santé, puisque le sport, c'est chez le collègue de l'Éducation nationale. Non, on reste sportif malgré tout. L'assistante de service social va travailler avec les personnes, les familles, les groupes, afin d'améliorer leurs conditions de vie, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique. Donc sa vocation est d'aider à surmonter les difficultés, à développer les capacités propres à chaque personne, puisque le but final, c'est de développer ou en tout cas de maintenir l'autonomie.
Donc, c'est à travers une méthodologie, hein, l'évaluation de la situation, le conseil, l'orientation, l'accompagnement des personnes sur la base d'un projet. Voilà, ça, c'est des éléments très généralistes, puisque finalement, on va en trouver dans plein d'endroits différents. On pense bien entendu aux missions de protection de l'enfance dans les services d'aide sociale à l'enfance. Il y a l'accueil des personnes en difficulté, que ce soit dans une mairie, en tout cas plus particulièrement dans un CCAS, dans un service des conseils départementaux. On va en trouver près des personnes en situation de handicap, en milieu scolaire, dans le service social en faveur des élèves. Voilà. Donc effectivement, une palette d'activités très très large pour les assistants de services sociaux qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour pouvoir développer. Merci Nicolas. Et l'enseignement supérieur est également présent. Anne-Sophie? Oui, alors nous avons ici 2 diplômes pour lesquels nous avons pas mal de demandes en VAE. Un DUST intervention sociale qui va s'adresser ici à des personnes qui vont être amenées à élaborer et conduire un projet d'intervention sociale, en fait, en collaboration avec les acteurs du territoire, les acteurs institutionnels, les partenaires, donc capables d'élaborer un diagnostic et de mettre en place une réponse en vue de solutionner ou améliorer une situation. Et ensuite, au niveau de l'enseignement supérieur, donc université et CNAM, nous avons une licence professionnelle intervention sociale. En fait, ici, donc la galaxie de métier est plutôt celle de conseiller en insertion, accompagnement social. Les compétences attendues ici vont être de la conduite de projet. Ça peut être aussi du management d'équipe, de la gestion et du pilotage. On peut avoir aussi de la gestion budgétaire et comptable, et puis bien sûr une bonne connaissance de l'environnement, des acteurs du territoire, ainsi qu'une bonne connaissance des publics concernés et de leurs problématiques en fait. Merci bien. Et donc pour conclure Daniel, l'Éducation nationale propose également un diplôme en lien avec ces métiers. Oui, donc tout à fait. Donc l'Éducation nationale propose pour la partie animation, donc le bac pro animation enfance et personnes âgées. Donc le diplôme s'adresse donc à des gens qui vont être des animateurs plutôt généralistes, des animations de nature variée envers un public donc jeune ou de personnes âgées en perte d'autonomie, donc des personnes en EHPAD, des jeunes en centre de loisirs, le périscolaire. Donc le but de ce diplôme est vraiment d'organiser l'animation, d'être capable d'évaluer, de diagnostiquer les besoins et de mettre en place donc des projets d'animation liés au projet de structure, dans le but donc de socialiser, de garder, de maintenir un bon degré d'autonomie, de maîtrise des gestes, notamment pour les personnes âgées. Et puis pour les plus jeunes, de développer quelques gestes plus précis, la socialisation au travers d'activités. Et puis, si on regarde aussi l'éducation nationale, du côté social, nous recevons, nous aussi, énormément de demandes concernant les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs, puisque nous sommes aussi certificateurs sur ces 2 diplômes. Donc là, vraiment, le côté, le travail en relation avec l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, le handicap aussi beaucoup, et l'exclusion. Donc là, des gens qui vont prendre la personne dans toutes ces dimensions pour apporter, pour compenser les difficultés et puis leur permettre de surmonter ces difficultés. Très bien, merci Daniel. Dernière galaxie, celle des certifications en lien avec les métiers de l'encadrement. Voilà. Très bien, donc qui dit métier de l'encadrement dit certification principalement de niveau 6 à 7. Et donc c'est tout naturellement que je me tourne vers Anne-Sophie pour en connaître un petit peu plus les détails et les spécificités.
Merci Sébastien. Donc ici, nous avons deux galaxies de métiers. Au niveau des responsables de secteur adjoints aux responsables, nous avons tout un panel de licences et de licences professionnelles qui peuvent être préparées par les universités et par le CNAM. Alors peut-être juste une petite différence, une licence a pour objectif une poursuite ensuite en master, tandis qu'une licence professionnelle a pour objectif l'insertion directe à l'issue de l'obtention du diplôme. Donc ici, on a certains diplômes qui sont un petit peu plus généralistes. Par exemple, une licence droit, parcours sciences sanitaires et sociales, une licence gestion de structures sanitaires et sociales avec un parcours cadre fonctionnel des établissements sociaux et médicaux. Et puis, comme on peut le voir, on a des licences qui sont plus spécifiques, avec une spécificité de public. Par exemple, la toute première, c'est une licence pro-intervention sociale spécialisée dans l'accompagnement des publics spécifiques avec un parcours conseil en qualité de vie, vieillissement. Alors, nos diplômes universitaires sont toujours un petit peu à rallonge. Ce qu'il faut aller voir, c'est le parcours, parce que en fait, ils ont tous un intitulé commun. On a un diplôme intervention sociale, mais après, c'est vraiment la spécificité du parcours qui fait qu'on va plus s'adresser à tel ou tel type de métier et de compétences. Donc ici, pareil, tout en bas, on voit qu'on a une licence parcours coordination des services d'aide à la personne. Donc voilà, en fonction des types de structure, vous allez pouvoir y trouver le parcours le mieux adapté. Donc, je dirais que le point commun par rapport à ces diplômes, c'est qu'on va y trouver ici des profils un peu cadres intermédiaires ou des chargés de mission avec des compétences en encadrement ou en ingénierie et conduite de projet dans différentes structures, et puis des compétences transversales au niveau juridique, au niveau comptable et gestion, et puis au niveau connaissance des publics et de l'environnement des partenaires, comme on l'a vu aussi précédemment. Très bien. On a également des postes donc à une strate supérieure, au niveau master. Donc ici, ça va plutôt concerner des dirigeants d'établissement. Les masters, ce sont aussi des diplômes qui permettent de passer des... Alors, je n'ai plus... qui permettent de passer des concours, par exemple directeur en milieu hospitalier. Donc ici, on a bien sûr des compétences d'un niveau beaucoup plus élevé qui sont attendues en termes de management, de gestion de projet d'établissement, en termes de gestion et pilotage, au niveau comptabilité, logistique, RH, au niveau juridique aussi, et puis au niveau connaissance du public et prise en charge des publics. Entendu, merci Anne-Sophie. Alors, le CNAM propose également des titres en lien avec ses fonctions. Quels sont-ils, Odile ? Alors, en fait, le CNAM propose sensiblement les mêmes masters et licences que l'université. Après, il va y avoir peut-être une coloration un peu plus dans le domaine des établissements pour les personnes âgées, au niveau du master, un titre RNCP aussi, où on est plus sur des métiers de DAF ou de gestion des ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux. Donc voilà, tout dépend. En fait, j'invite les personnes intéressées par ces diplômes à vraiment télécharger depuis France Compétences le référentiel de la certification, où on va pouvoir retrouver les blocs de compétences et pouvoir vérifier si les activités, les projets menés dans sa carrière correspondent plus à un type de diplôme ou à un autre. Mais bon, après, le titre RNCP, c'est un niveau 7, mais ça n'est pas un master. Donc après, il faut aussi, si vous êtes intéressé, si des personnes qui nous écoutent sont intéressées par une des certifications de niveau 6 ou 7, bac plus 3 ou bac plus 5, après, il faut aussi voir pourquoi, parce qu'une VAE s'inscrit dans un projet professionnel, et donc l'idée aussi, c'est de voir la valeur du diplôme au niveau de son parcours professionnel et de son projet d'évolution. Un master et un titre RNCP n'est pas exactement la même chose. Il faut vérifier dans la convention collective
de son employeur, enfin de la structure qui vous emploie, les référencements. Donc j'invite à bien vérifier tout ça. Voilà, merci. Merci Odile. Et donc au titre de l'encadrement intermédiaire, nous avons identifié 2 certifications, une dispensée par le ministère du Travail et une seconde par l'Éducation nationale. Rosemarie, quelle est cette certification ? Alors, au ministère du Travail, nous avons créé un diplôme un titre professionnel responsable coordonnateur service au domicile. Donc, c'est une personne qui intervient dans les structures d'aide à domicile et qui assure l'interface entre les clients, les intervenants et la structure du service à domicile. En fait, cette personne intervient auprès des clients pour analyser la demande de service, recueillir aussi les attentes du client et aussi concevoir la prestation qui sera la plus adaptée aux besoins de la personne. Elle va gérer ensuite toute la partie administrative en lien avec cette prestation, organiser et coordonner la prestation de services à domicile. Elle anime aussi l'équipe des intervenants, les recrute, planifie et contrôle les activités et aussi les accompagne et les soutient parce qu'on sait bien que les métiers d'aide à domicile ont besoin aussi d'avoir un échappatoire, de pouvoir avoir un référent avec qui discuter. Bien sûr. Ce titre aussi permet a aussi une partie qualité du service, qui est très, très, très importante, puisque l'objectif des structures à domicile, c'est aussi de fournir un service de qualité aux clients de la structure pour favoriser l'autonomie des personnes et le maintien à domicile. Donc, c'est un diplôme de niveau 5 qui correspond à un Bac+2. Merci beaucoup. Et enfin, dernière certification, Daniel, il s'agit d'un BTS. Oui, donc tout à fait. Nous, l'Éducation nationale, nous proposons donc le BTS SP3S, donc services et prestations dans le secteur sanitaire et social. Il va reprendre, je dirais, en gros, ce que ma collègue vient de dire par rapport au titre professionnel. Mais le BTS SP3S est un peu plus large. Il va pouvoir aussi travailler dans des services de sécurité sociale, des services de mutuelle, mais au niveau de l'aide à la personne, donc effectivement, ça va être un administratif qui va coordonner, qui va animer des réunions, qui va étudier aussi les possibilités, monter les dossiers, étudier les droits, gérer la qualité aussi, effectivement, du service. Voilà, en gros, les missions qui sont confiées donc à un BTS SP3S dans le domaine de l'aide à la personne. Merci Daniel. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver le détail de chaque référentiel de certification sur le site de France Compétences. Alors donc vous retrouverez le lien vers France Compétences en fin de présentation, ainsi que la liste des certifications de ce webinaire qui est d'ores et déjà disponible en téléchargement. Donc certains titres nécessitent cependant l'obtention de modules obligatoires ou complémentaires. Daniel, pouvez-vous nous détailler quelles sont ces spécificités ? Oui, tout à fait. Donc en fait, pour les candidats à la VAE, sur le titre professionnel donc d'assistant de vie aux familles ou de mention complémentaire aide à domicile, en fait, on demande au moment de l'inscription de la fourniture donc d'une attestation de formation aux gestes de premier secours, donc soit sauveteur secouriste du travail, soit des formations type PSC1. Effectivement, ce sont des métiers qui où peuvent intervenir des choses comme ça, et la personne doit pouvoir réagir rapidement en cas de besoin. Et donc c'est une condition pour pouvoir avoir le diplôme, notamment chez nous la mention complémentaire. Si le candidat ne fournit pas ça, sa décision est mise en attente tant qu'il ne fournit pas l'attestation. Très bien. Merci Daniel. Nicolas, le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social nécessite lui aussi l'obtention préalable d'une attestation particulière. Oui, il s'agit effectivement de l'attestation de formation et gestes aux soins d'urgence, de son petit nom LAVGSU, de niveau 2,
Alors, on peut effectivement passer la VAE du DEAES sans forcément avoir la FGSU. En revanche, un candidat qui validerait les 4 blocs de compétences du DEAES ne pourra se voir délivrer le diplôme que sur présentation d'une FGSU de niveau 2 en cours de validité. Donc voilà, ça ne doit pas forcément être un motif, en tout cas, voilà, faut pas s'interdire de passer le DEAES sans avoir la FGSU, mais c'est quelque chose qu'il faudra prévoir dans le temps. Et voilà, c'est vraiment nécessaire à l'obtention du diplôme. Parfait. Merci pour ces spécificités. Voilà, donc avant de passer aux questions-réponses, donc n'hésitez pas pour cela à nous faire parvenir vos questions dans le chat prévu à cet effet. Vous retrouverez sur le support de présentation les coordonnées de l'ensemble de vos interlocuteurs, donc celles du CNAM et de la DRAF, mais également celles des sites de l'université de la région. Donc on retrouve les 6 universités. Vous retrouverez également les coordonnées de l'AFPA, du DAVA de Lille, également celles de l'ADRES. Profitez-en, c'est l'occasion d'avoir le bon email, le bon téléphone pour avoir l'interlocuteur privilégié. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d'obtenir davantage d'informations. Ce sont des professionnels aguerris et passionnés par la VAE. La VAE, c'est également un ensemble de professionnels à votre écoute et de lieux d'information, notamment les points relais conseils. Donc, ces lieux dispensent de l'information en matière de VAE. Ce service est porté localement par des organismes tels que Pôle emploi, les CIBC, les maisons de l'emploi ou les CIO. Je vous invite également à consulter l'annuaire des lieux d'accueil présents sur le site du C2RP. Vous retrouverez sous l'intitulé Info VAE la liste des ensembles des points d'accueil de certificateurs VAE en Hauts-de-France. Cette liste est également accessible via une cartographie. Et bien voilà, on va passer au dernier temps de ce temps d'information, celui dédié aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques, vos observations, ou bien même vos questions sur des cas que vous avez pu rencontrer dans le cadre de votre activité. Moi, en attendant que des questions surviennent, j'en ai une qui m'intrigue et pour laquelle vous allez certainement pouvoir m'apporter une réponse. En termes d'investissement nécessaire pour effectuer une VAE, combien de temps personnel cela nécessite-t-il, notamment pour élaborer les livrets? Alors, ça va peut-être dépendre des certificateurs, mais si on pouvait envisager un petit peu une moyenne. Alors, pour l'enseignement supérieur, si je peux intervenir, oui. Pour le CNAM, on a estimé à peu près pour une licence environ 30, enfin, déjà, il y a des séances avec le conseiller, 24 heures. Hein, généralement, ça c'est 2 heures tous les 15 jours, hein, c'est un bon rythme pour voir le conseiller. Mais entre ces 15 jours, on va demander à la personne de rédiger un morceau de son livret 2 et on estime que c'est à peu près une dizaine d'heures de travail par semaine, ce qui correspond à peu près à un volume de 300 heures pour une licence sur 6-7 mois. Hein, c'est le rythme idéal et le volume en moyenne consacré à la VAE sur le temps personnel. Très bien. Merci Odile. Je me tourne du côté des questions. Alors, Hélène nous demande, pardonnez-moi, peut-on se servir d'un parcours AFEST afin de faire valider une VAE par la suite? Donc, l'AFEST, c'est la situation au milieu de travail, c'est la formation en situation au milieu de travail, c'est cela? Alors, moi, sur mon secteur, c'est pas une pratique très répandue, puisque je pense que la réponse, elle va aussi, comme on l'a indiqué au démarrage de la présentation, on va être sur voilà, on est encore sur une ancienne réglementation et on va passer sur une nouvelle. Sur l'ancienne réglementation, on sera vérifié ou reboucler avec les collègues, mais je pense que ça va être considéré comme une période de stage. Et de ce fait-là, il y a une partie dans la recevabilité qui peut être prise en compte, mais pas la totalité comme expérience. En revanche, effectivement, dans les orientations qui sont prises sur les changements de réglementation, il faudra voir avec les décrets d'application, les circulaires et les instructions. En tout cas, c'est une pratique qui doit se développer et qui doit être prise en compte, effectivement, dans les parcours de candidats à la VAE. Donc, c'est quelque chose qui va être intégré dans la sphère de la VAE et qui est appelé à se développer.
Donc, c'est ce qu'on entend appeler la VE un petit peu nouvelle formule, hein, pour laquelle on attend encore les nouveaux décrets d'application. Donc, c'est une actualité à suivre de près qui pourrait élargir en effet ce type d'expérience. Oui, puis ce qu'on appelle aussi dans la réforme la VE inversée. Donc, avec la fameuse expérimentation de la VE inversée, où là, effectivement, cet aspect-là pourra prendre tout son sens. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très répandu dans les dossiers d'aujourd'hui. Très bien. Entendu. Comment se déroulent les examens lorsqu'on vise une certification par la VAE dans vos établissements respectifs? On va parler parfois d'oral, de jury, de mise en situation professionnelle. Comment ça se passe un petit peu? Pour l'éducation nationale, c'est un entretien qui dure, je dirais, 35-40 minutes, et où le candidat est invité donc à se présenter, je dirais, de manière courte, 5-6 minutes, où il va se présenter, son projet de VAE, et puis après, donc, le jury vérifie la maîtrise des dires qui sont notés dans le livret dans le livret de validation, et puis le jury va emmener le candidat sur les différents points du référentiel, voir jusqu'où si effectivement le candidat correspond aux attendus du diplôme. Et donc voilà. Mais pour nous, Éducation nationale, c'est un entretien. Très bien, merci Daniel. Alors, je peux tout de suite rebondir, parce que globalement, c'est pour les certifications des ministères des Solidarités et de la Santé, c'est le même principe. Hein, donc, il faut effectivement des membres de jury qui préparent leur entretien à partir du livret de validation, qu'on appelle de son petit nom le livret 2 chez nous. Un entretien, là, pour le coup, qui ne doit pas excéder 1 heure et qui, de ce fait-là, en fait, se déroule généralement en 1 heure pour, en tout cas, un candidat qui a l'intégralité des blocs de compétences à passer, avec aussi un petit temps de présentation pour démarrer l'entretien qui ne doit pas excéder 5-10 minutes selon les diplômes. Entendu. Si je peux aborder le ministère du Travail. Donc, nous, en fait, nous fonctionnons différemment. Le candidat VAE va passer les mêmes épreuves qu'un candidat qui aura suivi la formation. Au préalable, il devra constituer un dossier professionnel qui est un peu moins conséquent que le livret 2, qui est un document très réglementé, qui répond vraiment à un traitement vraiment très, très particulier. On peut trouver toutes les indications sur le dossier professionnel sur le site www.dossierprofessionnel.fr. Ce document est obligatoire pour se présenter à l'examen, et c'est aussi un bon moyen pour le candidat VAE de s'imprégner du titre professionnel, de bien prendre connaissance de toutes les compétences qu'il doit avoir pour se présenter le jour de l'examen, et même s'approprier les parties qui peuvent lui manquer. Et une fois que ce livret, que ce dossier professionnel est constitué pendant les périodes d'accompagnement, on aborde la partie session d'examen, donc qui, comme je vous le disais, peut se dérouler en présence de candidats qui ont suivi la formation et qui est axée sur une mise en situation professionnelle. Au ministère du Travail, on demande aux candidats de réaliser des tâches qu'ils seraient à même de réaliser s'ils étaient en situation d'emploi. En l'occurrence, comme l'expliquait la personne dans la vidéo, le candidat VAE sur le titre assistante de vie va devoir se présenter dans un appartement reconstitué, ce qui implique de disposer de plateaux techniques assez conséquents. En l'occurrence, assistante de vie, on est sur un appartement avec une cuisine, une chambre, une salle à manger, une salle de bain. Et donc, notre candidat va se présenter dans cet appartement où il aura affaire à un comédien qui jouera le rôle de la personne dépendante, et il va acter avec ce comédien, il va effectuer les gestes de l'assistante de vie qui intervient pour la première fois chez un particulier. Donc, lui demander ce dont la personne a besoin et effectuer toutes les tâches qui peuvent lui être demandées. Ça peut être
raser la personne si c'est un monsieur, laver les cheveux, ça peut être un bain de pied, ça peut être aussi refaire un lit, faire une omelette, peut-être établir une liste de courses. Il y a toutes les tâches de la vie quotidienne qui peuvent apparaître. Sur la partie enfant, on utilise un poupon. Là, on n'a pas de comédien bébé à disposition pour la partie enfant. Et donc, la personne devra peut-être réaliser un bain, un change sur ce poupon. Et ensuite, la dernière partie de l'examen. Donc, bien évidemment, il y a aussi des questions techniques qui peuvent être posées par le jury. Et sur la dernière partie, le jury va aborder avec le candidat le dossier professionnel et son parcours professionnel. Alors, à savoir qu'au ministère du Travail, les jurys sont exclusivement des professionnels du métier, des personnes qui ont au minimum 3 ans d'expérience dans le métier et n'ont pas quitté le métier depuis plus de 5 ans. Très bien, donc ça, je Rosemary. pense que c'est vraiment spécifique au ministère du Travail d'avoir ces mises en situation. Entendu, merci. Si d'autres certificateurs veulent intervenir pour présenter un petit peu les conditions d'examen, vous êtes les bienvenus. L'agriculture, c'est un entretien sur la base du livret 2. Entendu. Et les membres de jury, il y a à la fois des professionnels et des enseignants. Très bien, merci. Au niveau des universités, c'est la même chose. C'est un entretien avec les membres du jury sur la base du dossier VAE et la durée est de 1 heure également environ. Merci Anne-Sophie. Avant de se quitter, on va prendre une dernière question. On nous demande si tous les blocs de compétences ne sont pas validés. Existe-t-il des sessions de rattrapage par bloc ou éventuellement des modules de formation pour être proposés pour les valider, ces blocs manquants? C'est ce qu'on appelle VAE partiel, non? Voilà, c'est effectivement la validation partielle et c'est quelque chose sur lequel, notamment pour les candidats qui sont accompagnés, il faut quand même valoriser parce que c'est vrai que très souvent les candidats qui n'obtiennent pas le diplôme dans l'intégralité des blocs de compétences et du coup le diplôme vivent parfois ça comme un échec alors que si on obtient 3 blocs de compétences pour 4, on peut quand même se dire qu'on a déjà quasiment... en tout cas, franchi une bonne partie du chemin. Donc, on est sur les cas de validation partielle. Alors, il n'y a pas de session, en tout cas chez nous, il n'y a pas de session de rattrapage, mais le candidat peut tout à fait se représenter à des sessions suivantes et ne représentera que les blocs qui n'auront pas été atteints, sachant que depuis 2017 en plus, enfin, en tout cas, nous, on avait des dates de péremption sur les blocs de compétences, qui n'est plus le cas depuis 2017, puisqu'un bloc de compétences est maintenant acquis à vie. Après, il y a aussi une autre possibilité, et on le voit, c'est quelque chose qu'on voit se développer sur certains diplômes où certains blocs de compétences sont plus difficiles à obtenir au vu de l'expérience des candidats. C'est des parcours mixtes, puisque on peut tout à fait mixer une partie en VAE et aller chercher les blocs de compétences qui seraient plus compliqués à avoir, en tout cas plus difficiles pour les candidats, aller les chercher par la voie de la formation. Donc, on peut tout à fait obtenir un diplôme d'État avec une partie en VAE et une partie en formation. Super. C'est exactement la même chose au niveau des universités. Et ce qui est très important, comme le disait Nicolas, c'est bien de considérer la VAE comme un outil qui va permettre de valider soit en totalité ou soit en partie un diplôme. Et si on valide certains blocs par la VAE, il y a d'autres possibilités avec soit un retour en formation en parallèle ou après, ou d'autres modalités pour venir acquérir les compétences manquantes, en fait. Merci. À l'agriculture, on a la possibilité d'un deuxième passage quand le diplôme n'est pas obtenu dans sa totalité suite au premier jury. Et le jury donne des préconisations, en fait, pour le deuxième passage. Donc, ça peut être tout simplement faire une formation sur une capacité manquante, comme ça peut être... aller chercher une expérience professionnelle supplémentaire et la remettre en avant, etc. Donc, on a bien 2 passages qui sont prévus. Enfin, on a bien un deuxième passage prévu s'il n'y a pas la validation totale au premier passage. Entendu, Anne. Au niveau du ministère du Travail et de l'AFPA, il est prévu pour les candidats qui sont en échec total à l'examen ou en validation partielle un entretien post-validation avec son accompagnateur
pour justement analyser les points qui n'ont pas été le jour de l'examen et que le candidat puisse les retravailler. Et on peut ensuite lui proposer une nouvelle présentation devant le jury. Alors, pour un échec total, il a 1 an pour se représenter. Et pour une validation partielle, il ne représente que la partie manquante, le CCP, le bloc de compétences qui lui manque. Et il a jusqu'à la fin de validité du titre pour se représenter sur le bloc de compétences manquant. Entendu. Pour l'éducation nationale, c'est à peu près le même principe. Nous organisons ce qu'on appelle un entretien post-jury. Nous prenons connaissance des préconisations du jury et puis, en fonction de la situation, en fonction de ce que le jury propose, le candidat peut retravailler son livret de validation et se représenter à la session suivante. Ou alors, pour certains diplômes, pour certaines épreuves, ils peuvent aller accéder à ce qu'on appelle la candidature libre. Donc, ils vont passer en fait l'épreuve qu'ils n'ont pas eue en même temps que les élèves. Et puis là, tous les coefficients sont neutralisés. Il lui faut 10 à l'épreuve ou à l'ensemble des épreuves qu'il passe. Merci Daniel. Je voulais ajouter aussi lors de la recevabilité, en cas de risque de validation partielle, on peut aussi analyser avec le conseiller qui va accompagner la personne sur cette première phase les modalités pédagogiques en cas de validation partielle. Ça peut être un critère de choix de diplôme aussi, de savoir si la formation se fait à distance, si elle se fait sur Lille ou sur Amiens, puisque nous on est moi, je m'occupe principalement de la coordination des départements Aisne-Ouest-Somme. Et des fois, il y a une question de mobilité aussi à prendre en compte dans aussi l'organisation des jurys et dans l'organisation de la modalité pédagogique en cas de validation partielle. Donc, cette question va revenir à la fin, en entretien de post-jury, en cas de validation partielle. Donc, c'est aussi intéressant d'anticiper ce risque lors de la recevabilité. Très bien, donc c'est vraiment essentiel de se retourner auprès des certificateurs pour connaître un petit peu l'ensemble de ces modalités. On nous demande toute dernière question parce qu'on a un petit peu débordé sur le temps qui nous était imparti. Bonjour, est-ce que les allophones peuvent prétendre à une VAE? Pour aider nos collègues, donc les allophones, ce sont les personnes dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où elle se trouve. Donc il y a des dispositifs, je crois, ou des expérimentations spécifiques pour ces personnes-là. Brièvement, sans trop rentrer dans le détail. Moi, je dirais que chez nous, l'éducation nationale, oui, ils peuvent prétendre à la VAE. Maintenant, il faut quand même qu'ils aient quelques capacités à s'exprimer devant le jury. Il va y avoir la partie écrite du livret de validation. Donc, il faut quand même avoir un minimum de maîtrise puisqu'aujourd'hui, tout au moins pour l'éducation nationale, la VAE est quand même avant tout un travail écrit, et puis après, l'entretien oral avec le jury. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu à l'éducation nationale cette expérimentation VAE sans frontières, donc qui effectivement était plus en direction de ces personnes arrivant sur le territoire. On a des belles réussites, donc ça veut dire aussi que ça fonctionne. Maintenant, il faut quand même avoir un minimum de compréhension de la langue française, quoi. Tout à fait. Alors, on reviendra peut-être plus tard sur ces deux sujets-là. Je sais qu'il y a 2 certificateurs engagés, donc d'une part l'éducation nationale, mais également le ministère du Travail. Oui, tout à fait. Au ministère du Travail, nous avions des VAE primo-arrivants qui ont été mis en place. Donc, je pense que c'est le même fonctionnement que comme a pu l'annoncer Daniel. Tout à fait. On fera certainement un webinaire dédié dans les mois à venir. Je vous remercie pour tous les éclairages que vous avez apportés les uns et les autres. Et avant de se quitter, donc comme indiqué précédemment, nous avons indexé quelques sites
Tout d'abord celui de France Compétences, afin que vous puissiez retrouver le détail de chaque certification et leur bloc de compétences. Je vous invite également à vous rendre sur le site du C2RP pour retrouver un dossier entièrement consacré à la VAE. Vous retrouverez les publics, la présentation de chaque étape du dispositif, le catalogue des certifications, les coordonnées des certificateurs en région, mais également les financements mobilisables. Et nous mettons également à votre disposition donc un tableau réunissant l'ensemble des certifications de ce webinaire. Pour aller un petit peu plus loin, nous concluons donc ce 3e webinaire, vous rappelant que les 2 replays des 2 webinaires précédents sont également mis à votre disposition. Vous retrouverez la programmation également des prochains webinaires sur le site du C2RP. Différents sujets sont abordés, comme la présentation des outils du C2RP, l'innovation en formation ou encore le handicap. Donc n'hésitez pas à consulter le planning des webinaires. Et voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci d'avoir assisté à ce temps d'information et surtout, je voulais adresser un très grand merci à nos intervenants. Donc à Odile Debuire du CNAM, à Anne-Sophie Facompré de l'Université du Littoral, à Anne Garbet de la DRAF, à Rosemary pour l'AFPA. Un grand merci à Daniel Imperator du DAVA de Lille et à Nicolas Sanen de la DRETS. Un grand merci à tous, merci pour votre présence et les éclairages précieux que vous nous avez apportés. Je vous dis au revoir et j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir à Au revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.